Ouais, c'est dommage. Mhm. Alors, bonjour à toutes et à toutes. Merci de votre participation à ce webinaire pour la présentation du recueil de procédures biomédicales pour les structures de santé à ressources limitées. Je m'appelle Ribar Ndouba, je suis
le référent technique biomédical pour Médecins sans frontières France, et je vais être le modérateur pour la session du jour. Alors avant de commencer, je vais te donner quelques consignes et pour ça, je vais partager mon écran. Si je, si je me retrouve dans... Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Là, ah, malheureusement, je n'ai plus le PowerPoint qui, que je ne vois plus. Ouais, excusez-moi, je dois ouvrir le lien. Donc, je vais faire ça rapidement. Riba, on va partager le support, hein, si tu veux. On passera Oui, les... oui, d'accord. Au fait, donc, vous avez en bas ici une barre d'outils. Alors, vous avez les questions et réponses ici. Donc, si vous avez des questions, il faudra utiliser cet outil-là pour les partager et on vous répondra soit au fur et à mesure, soit en fin de session. Ensuite, vu qu'il y a des intervenants qui ne sont pas francophones, vous avez ici un bouton pour les sous-titres. Alors, il vous faudra déjà activer la traduction. Ensuite, choisir la langue dans laquelle vous parlez et la langue dans laquelle vous voulez avoir les sous-titres. Donc voilà, on va aussi vous demander de couper vos micros pour pour qu'il n'y ait pas d'interférence et pour éviter éventuellement tout désagrément. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir commencer avec, avec une présentation de Tom Judd qui n'est malheureusement pas avec nous en présentiel. Il est le membre du conseil consultatif du Global Clinic Engineering Alliance qui a participé également à au développement de ce recueil. Merci. Hey, everybody, Tom Judd here. Glad to, on behalf of the Global Clinical Engineering Alliance, and we're glad to work with Humatem and host this webinar today. Just a couple words here for you. What's the webinar about? And I think many of you know that from the introduction. Pleased to help them, Humatem, present their new handbook of biomedical procedures for low resource settings. And they put that handbook together in partnership with several organizations that will be highlighted today. And of course, GCA is glad to come alongside as part of our ongoing series of Pan-African biomedical clinical engineering webinars the past 2 years. Now, the webinar today will be held in French. We'll put a website in the link here for you, but there will be simultaneous subtitling in several languages available through Zoom for those of you speakers of other languages. And the webinar will present the procedures contained in this handbook by members of the working group that developed them, which includes biomedical technicians and engineers from AAMB, Mr. Terry Poncino, and AFib, Mr. Maurice Page, that are 2 French biomedical professional associations, but also Doctors Without Borders, Mr. Ribar from Ndouba, and Humatem, Mr. Joe Ledebi, Ms. Clarice Delis Prey, and Mr. Benoit Ligo. And sorry for mispronunciations, folks. The final part of the webinar will discuss the continuation of work on this involving compendium, new contributors, additional procedures, with the presentation of new procedures currently being developed by members who've recently joined this group, both students and teachers from the University of Nancy. And the audience today is French-speaking biomedical CE technicians and engineers, particularly from Africa,
as well as users, caregivers, and NGOs working in the field. And we're so excited to work with and partner with Humatem for this important program. Thank you. Alors, rapidement, une présentation de ce qui va être exposé aujourd'hui. On aura d'abord une introduction de Clarisse Delespre, qui est membre de l'ONG Humatem. Donc, elle est ingénieure biomédicale, elle travaille à Humatem depuis presque 4 ans et elle a aidé à la coordination de ce recueil dès le début du projet, en s'investissant dans la réalisation des tournages des premiers tutos vidéo. Donc voilà, elle va nous présenter l'origine de ce projet ainsi que la méthodologie employée dans cette réalisation. On aura également deux interventions sur d'abord la présentation de la méthodologie et les exemples de procédures que vous allez trouver au sein du recueil. Il y a différents exemples qui vont être donnés, notamment trois. Ensuite, on aura les perspectives du groupe de travail, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et les nouvelles procédures en cours de réalisation. Enfin, il y aura un temps d'échange pour pouvoir répondre à vos questions avant de conclure. Et donc là, on va passer la parole à Clarisse qui va pouvoir nous introduire le sujet. Merci Rébar. Avec plaisir. Donc on va commencer par contextualiser le projet, notamment en faisant un état des lieux sur les ECME, donc les équipements de contrôle de mesure et d'essai, qui est au cœur de ce projet de recueil de procédures. Et ça vient d'un constat qu'il y a une forte inégalité entre pays du Nord et pays du Sud à l'accessibilité à ces testeurs et simulateurs. Euh, donc en effet, dans les pays à revenus élevés, donc les testeurs simulateurs qu'on appelle ECME sont généralement disponibles dans les services biomédicaux des hôpitaux depuis de nombreuses années, car ils permettent donc tout ce qui va être étalonnage, contrôle qualité des différents appareils, et ça simplifie les procédures de test, et ça permet d'assurer de suivre précisément la réglementation du pays. A contrario, dans les pays à ressources limitées, les ECME vont être plus rares dans les services biomédicaux et ça a un impact direct sur la maintenance, sur un parc voilà, très électrotechnique des équipements. Et pour cela, il y a quelques pistes d'explication, notamment le coût élevé des testeurs et simulateurs à l'achat. Parfois des directions d'hôpitaux qui peuvent être peu sensibilisées à la nécessité de ces outils pour la maintenance, des formations qui vont être nécessaires à l'utilisation de ces équipements-là. Et il faut surtout donc les maintenir et les étalonner annuellement. Et ça, c'est effectué par des sociétés de métrologie qui sont souvent peu représentées dans les pays cités. Et donc, il faut les envoyer à l'étranger pour un étalonnage, donc ça complexifie le processus. Euh, donc, pour le cadre du projet de la réalisation de ce recueil et la méthodologie d'action, ça s'inscrit dans le projet Réseau et partenariat hospitalier qui a été mené avec l'Association française des ingénieurs biomédicaux et avec l'appui de la Fédération hospitalière de France, donc mené par l'association Humatem. Et donc, il y a les bailleurs principaux étaient donc l'AFD et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'objectif, c'est de développer un manuel de procédures alternatives de maintenance préventive et de contrôle de constance pour les techniciens biomédicaux ou professionnels biomédicaux qui travaillent dans les structures de santé à ressources limitées via des solutions qui sont faciles à utiliser, peu coûteuses et qualitatives pour à la fois évaluer la fonctionnalité des équipements médicaux. Et voilà, il y a d'autres bénéficiaires qui peuvent s'ajouter à cette liste, organisations internationales, ONG médicales, instituts de formation. Donc, au niveau de la méthodologie, on a créé un groupe de travail il y a quelques temps qui est multipartenarial pour déjà partager les expériences parce qu'il y avait déjà des ressources existantes, élaborer et harmoniser ces procédures qui ont été publiées. Donc, il y a déjà eu des travaux préliminaires qui ont été faits dans le cadre d'un autre projet mené par l'ONG Humatem en collaboration avec deux ONG belges, donc ULB Coopération et Médecins sans vacances. Donc, c'était le projet Djenga Marifa qui nous a permis de développer différentes procédures qui sont dans le recueil. Euh, et on a observé donc certaines limites aussi sur la publication de ces procédures-là.
notamment des équipements qui nécessitent pour certains des appareils de test. Donc, par exemple, le concentrateur d'oxygène qui va nécessiter un analyseur d'oxygène. Pourquoi? Parce que la méthode qu'on dit alternative est trop complexe, à contrario de l'achat de ce testeur-là. La réglementation aussi. C'est impossible de reproduire des procédures, de produire des procédures qui vont être conformes aux réglementations, normes européennes, françaises par exemple. Et l'accessibilité aussi de certaines procédures qui nécessitent un niveau, que ce soit en technique et en santé, pour les utiliser. Donc on a essayé de trouver un bon équilibre pour produire des solutions qui sont à la fois donc simples, peu onéreuses, sécurisées, fiables, qualitatives et qui nécessitent peu d'équipement test. Donc c'est aussi un challenge. Donc, le groupe de travail a déjà été précédemment présenté, mais pour y revenir, donc on a certains des membres qui vont présenter aussi aujourd'hui, mais il est composé donc de 3 ONG, donc Horizon Sahel, Humatem, Médecins sans frontières France, 2 associations professionnelles biomédicales, l'Association française des ingénieurs biomédicaux, l'Association des agents de maintenance biomédicale et 3 instituts de formation qui se sont intégrés sur des cours, sur des projets, voilà, donc notamment l'ISEN de Brest, Polytech Marseille et plus récemment donc l'association Système Nancy liée à l'Université de Lorraine. Au niveau de la méthode de travail, euh, ça a consisté donc déjà à collecter des ressources documentaires techniques, réaliser des réunions de travail avec des experts, donc précédemment cités, élaborer des prototypes de ces testeurs low-tech, les tester en atelier, et puis une fois que ces procédures étaient validées, donc c'était de rédiger, synthétiser, mettre en forme ces procédures pour le recueil. On a eu aussi l'occasion d'utiliser ces procédures lors de formations biomédicales et on y reviendra après. Donc ce recueil, il vise vraiment à être donc, évolutif. Euh, on, on a une première version qui vient d'être publiée, mais on veut vraiment l'alimenter. Voilà, donc on est toujours ouvert à certains retours d'expérience ou alors même des commentaires sur la mise en forme pour que la deuxième version soit meilleure. Et il est en libre accès, voilà, donc pour l'instant sur le centre de ressources du site internet Humatem, donc vous pouvez y accéder là sur le QR code juste ici. Mais on est aussi ouvert à le publier sur d'autres ressources en ligne. Donc il est composé de 5 types de documents. Voilà, on a essayé de le rendre le plus complet possible. Donc on a des fiches de fabrication de testeurs et simulateurs qu'on a appelés low-tech, qui sont utilisés dans les procédures de maintenance préventive et contrôle de constance pour certains équipements. Et pareil, là, on les présentera par la suite. Certains exemples, des fiches de vérification de la qualité des infrastructures de santé, des fiches de gestion d'un service biomédical et des protocoles d'entretien et d'utilisation des dispositifs médicaux pour voilà, aider les utilisateurs aussi. Là, c'est une vidéo qui va vous présenter un peu la structure du recueil avec quelques exemples. La présentation du recueil de procédures biomédicales, donc vous avez accès via le lien en ligne. Donc on passe la partie introductive et on tourne sur le sommaire avec les 5 types de fiches mentionnées. Ces fiches sont imprimables voilà, en fonction des types de fiches. Là, on va se concentrer sur les procédures de maintenance préventive et contrôle de constance pour vous en présenter un exemple, car elles contiennent aussi des comptes rendus. Alors, si je prends par exemple l'exemple du pouce-seringue, donc je peux cliquer directement, ça va me renvoyer donc, vers la fiche. Donc on retrouve la dénomination de l'appareil, le code de nomenclature, le numéro de fiche. Et puis on passe dans la partie donc remplissable, donc avec l'identification de l'appareil où on peut noter marque, modèle, numéro de série, numéro d'inventaire, nom de l'intervenant technique, la date de la maintenance, la classe électrique et la périodicité de maintenance en fonction de l'établissement. On a une partie sur le matériel nécessaire pour réaliser cette maintenance-là. Et après, on passe au déroulement de la procédure assorti d'un compte-rendu de test.
où il faut noter donc pour chaque étape si le contrôle est OK, échoué, non applicable en fonction des équipements, et une partie remarque pour noter tout commentaire. Donc la structure des déroulements de procédure est assez similaire d'une procédure à une autre. Donc on retrouve un contrôle visuel, un contrôle mécanique, un contrôle à l'allumage, des tests de batterie si c'est applicable. Et ensuite, on passe donc au contrôle de fonctionnement. Donc là, c'est le contrôle spécifique au pouce-seringue, avec aussi des contrôles pour les alarmes. Et enfin, on termine par la sécurité électrique. Donc je vais vous détailler par la suite, voilà. Donc une fois qu'on a l'habitude d'utiliser la procédure, il y a juste un compte rendu pour la sécurité électrique, mais on a une fiche aussi détaillée. Et enfin, on finit donc par la conclusion. Est-ce que voilà, cet appareil est fonctionnel complet ou nécessitant des acquisitions? Est-ce qu'il est non fonctionnel mais peut être réparé ou alors à réformer? On peut rentrer des commentaires, signer, puis stocker cette fiche au niveau de la gestion des maintenances de l'hôpital, de la structure. Et donc, si je reviens sur la sécurité électrique, si on n'a jamais pratiqué cette structure, enfin, cette procédure-là, on peut donc directement cliquer, accéder à la procédure de sécurité électrique. Et là, pareillement, on a tout le déroulement de la procédure avec un compte rendu plus détaillé et une conclusion par la suite. Si jamais on ne sait pas utiliser cette procédure-là, qu'on nous demande un testeur spécifique, ça nous renvoie aussi vers d'autres fiches, par exemple le testeur low-tech de sécurité électrique, donc on y reviendra par la suite, où on peut voir la fiche A1 en cliquant dessus, mais aussi pour avoir une bonne installation électrique, on peut donc aller directement aussi sur la vérification de la qualité des infrastructures. Donc on va peut-être aller voir sur la fiche A1, qui est une fiche en fait de fabrication du testeur, qui est assez simple dans ce cas-ci. Voilà, mais on va vous détailler plus en détail par la suite les différents types de procédures qu'on peut retrouver. Merci beaucoup et je passe la main à Ribar. Oui. Alors, merci Clarisse. Alors, comme précédemment annoncé, on va passer à la présentation de la méthodologie et renforcer cela par quelques exemples. Et le premier exemple va être donné par Monsieur Leduby, qui est un ingénieur biomédical retraité du Centre hospitalier universitaire de Rennes. Il est investi depuis de nombreuses années dans le monde associatif via les associations L'Arbre du Voyageur, Horizon Sahel, Humatem, entre autres, et il va nous présenter le testeur low-tech de bistouri électrique. Jo, à toi. Donc, je vais vous présenter la procédure adaptée concernant le bistouri électrique. Donc, le bistouri électrique, c'est un générateur de générateur électrique qui permet de couper des tissus et puis éventuellement de faire l'hémostase pour tout ce qui concerne les saignements des petits vaisseaux. Donc, ce générateur est composé d'un générateur de fréquence de 500 kHz et 1 MHz et comporte deux fils de sortie, un fil qui va, qu'on appelle le câble électrode active, qui va avoir une densité de courant à la pointe qui va permettre d'un échauffement important et donc de vaporiser les tissus. Et le retour du courant va se faire sur une plaque, une large plaque, où la densité de courant va être très faible et donc on n'aura pas de brûle. Donc, suivante. Donc, la procédure qu'on applique, donc, première chose, donc, un contrôle visuel et aussi une décontamination, parce qu'on ne sait toujours pas où viennent les appareils, donc décontamination, c'est important. Ensuite, un contrôle à l'allumage, voir tous les autotests, comment ça se passe, les voyants. Ensuite, de vérification de l'alarme de plaque pour ce dispositif-là, la mesure de la puissance qui est délivrée suivant les consignes. Ensuite, la mesure des courants de fuite haute fréquence, aussi bien sur la partie blanche du bistouri que sur le fil de plaque, qui peut être une source de brûlure. Donc, il faut bien vérifier que ces courants sont très très faibles, il ne devrait pas y avoir de brûlure. Vérifier les alarmes et aussi faire un test électrique 50 Hz pour éviter les électrocutions. Donc, tout ça, c'est dans la notice qui est indiquée en bas. La diapositive suivante. Donc, la première chose qu'on va faire sur ce bistouri, c'est de mesurer la sécurité de la plaque.
Donc, sur la plaque, le tissu est posé, la plaque est posée sur un tissu et donc il y a une impédance qui est vue par le générateur. Évidemment, si cette impédance est forte, ben, il risque d'avoir des brûlures. Donc, il est important de vérifier que cette sécurité plaque fonctionne bien. Donc, on fera ça avec des résistances. Si on met une résistance de 135 ohms, l'appareil ne sera plus fonctionnel. Si on met une résistance de 100 ohms, l'appareil sera fonctionnel normal. Et si on met une résistance de 4,7 ohms, ça représente comme si c'était un court-circuit, comme si c'était une monoplaque. Je rappelle que la monoplaque peut être remplacée dans certains cas, dans certaines programmations, mais la monoplaque supprime cette sécurité électrique. L'incident qui arrive souvent, c'est que la plaque n'est pas posée sur le patient et donc le pistolet peut fonctionner. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir des systèmes biplaques. Au lieu de résistance, on peut être un potentiomètre de 200 ohms et vérifier que les valeurs correspondent bien avec la diapositive suivante. Donc, pour mesurer, pour vérifier l'énergie qui est fournie par le bistouri, on va appliquer donc on va appliquer sur un boîtier testeur low-tech qui va nous permettre de faire une bonne appréciation de la puissance. Diapositive suivante. Donc, pour ce faire, on a besoin donc, de les câbles qui vont bien avec. On a besoin d'un multimètre, enfin, en tout cas d'un voltmètre, et d'un boîtier qui va permettre de simuler cette puissance. Suivant. Donc, comment ça fonctionne? Donc, le générateur fournit une tension de 10 000 volts à une fréquence d'entre 5 et 1 MHz. Donc, on voit bien qu'avec un multimètre, on ne pourra pas mesurer 10 000 volts, parce que la tension est beaucoup trop élevée. Et puis, 1 MHz non plus ne sera pas mesuré par un multimètre, puisque la fréquence est beaucoup trop élevée. Donc, pour réaliser ça, on a plusieurs choses. Et ce qui est important, c'est de bien retenir aussi que la puissance est bien fonction du carré de la tension. Hein. Donc, on va utiliser cette formule pour justement mesurer la tension qui va être délivrée, qui va donner une image de la puissance. Donc, le câble plaque, il va être relié par deux résistances de 22 ohms, ce qui va permettre justement de vérifier, enfin, d'assurer que ce retour de plaque se fait bien. Et en plus, certains bistouris mesurent le courant, la symétrie des courants dans les deux fils de plaque. Et donc là, avec 2 ohms, on voit bien une symétrie qui est assurée. Et donc le fonctionnement est assuré. Ensuite, on a donc trois lampes halogènes de 220 volts 37 watts qui sont appliquées pour la charge du bistouri électrique. Donc des lampes halogènes qui sont faciles à trouver, pas chères, et qui constituent à peu près une impédance de 500 ohms. Donc, la limitation, c'est qu'en tension, on va être limité dans les 220 volts et ça va être une limitation à ce que ce décide. Concernant la tension, on va mettre une résistance de 10 ohms qui va atténuer la tension de mesure et on va pouvoir travailler dans les dizaines de volts. Ensuite, on mettra aussi un diode des condensateurs qui vont pouvoir filtrer la tension et donc avoir une tension continue qui va pouvoir être mesurée justement avec un multimètre. Donc, on voit bien que la tension VR22 qui est à droite là, va bien être l'image de la tension primaire et donc qui va représenter l'image de la puissance. Suivante. Donc de ce fait, on va pouvoir chaque valeur demandée donner une valeur de tension qui va correspondre. Donc si on a un dispositif ECEM, on va pouvoir déterminer déjà que le générateur est correct. Donc, si on demande une puissance de 30 watts, on voit que sur la gauche, eh bien, on n'a pas tout à fait 30 watts, on est très proche. Mais par contre, si on n'a pas de système DCEM, on va pouvoir établir une courbe, la courbe orange, pour chaque point de mesure, on va avoir chaque puissance demandée, on va avoir une tension qui va être mesurée. Et on va, entre 10 watts et 60 watts, on va de 4 volts à 6 volts. Donc on a bien l'image de la tension primaire. Voilà, suivant. Alors, la limite de notre système, on l'a vu tout à l'heure, c'est que les lampes halogènes étaient dans 240 volts, et donc on va être limité en tension. C'est la première chose. Deuxième chose, les lampes halogènes aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à trouver. Et en plus, on va du 28 volts, 37 watts, et donc ça devient compliqué. Donc, il est proposé aujourd'hui de travailler avec des résistances de puissance de 50 watts bobinées. Et là, on a vraiment des impédances qui vont être bien déterminées. Donc, l'ensemble des résistances, on va appliquer 350 ohms. C'est l'impédance qui est la plus souvent recommandée sur les bistouris électriques. Donc là, on va pouvoir
précisément travailler dans les bonnes conditions. On a mis un interrupteur aussi pour 150 ohms, 150 ohms, 350 ohms, pour court-circuiter 200 ohms et avoir une impédance de 150 ohms qui va permettre de travailler déjà en bipolaire sur une impédance qui est correcte. Et en plus, on voit que certains bistouris demandent à travailler en coagulation sur des impédances beaucoup plus faibles pour les contrôles. On remarque aussi une lampe halogène qui reste là, non pas pour la mesure de la puissance, mais simplement pour la visualisation. On voit tout de suite si le bistouri fonctionne. Ça, c'est très intéressant. Suivant. Une autre problématique, c'est que actuellement, quand on a un bistouri, on ne sait pas quelle est la meilleure condition de travail du bistouri. Alors, soit les bistouris travaillent sur une impédance caractéristique de 350 ohms ou d'autres valeurs. Donc, si la valeur est indiquée, on va pouvoir s'adapter, donc 150 ohms ou 350 ohms avec notre interrupteur. Sinon, on a une autre méthode pour savoir la caractéristique de sortie, eh bien, c'est de travailler à 50 watts et de faire une mesure rapide sur la tension VR22 en basculant un interrupteur. Et la tension qui sera la plus élevée correspondra à la résistance caractéristique du bistouri. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter concernant cette procédure alternative qui est relativement simple, qui est peu onéreuse, et qui satisfait. Moi, je la pratique depuis des années et c'est très intéressant. Voilà. Donc, merci Jo. On va passer maintenant au deuxième exemple qui va nous être présenté par Monsieur Page, Maurice, qui est un ingénieur biomédical également retraité de 9 établissements hospitaliers de Haute-Savoie. Il est également physicien spécialisé en radiophysique médicale et il intervient régulièrement au support auprès d'ONG comme Humatem, MSF et l'IFMBE ainsi qu'auprès de l'OMS. Il va donc nous présenter le fantôme d'échographie Weiniger. Bonjour à tout le monde. Donc, je me permets de vous présenter le fantôme d'échographie Vininger, du nom de son concepteur Daniel Vininger, qui le met gratuitement à notre disposition. Il s'agit en fait d'une cuve faite en plexiglas de 12 cm par 12 cm de section, 20 cm de hauteur, et qui est remplie d'huile de ricin, qui a un comportement vis-à-vis des ondes équivalent identique à celui des tissus mous. Et ce fantôme va être rempli ou du moins, on va y insérer des 3 séries de fils de nylon qui vont servir justement à qualifier l'image et l'image obtenue et les sondes. Euh, Diapo suivante. Voilà ce qu'il contient. Il contient 3 séries de fils, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, placés d'abord à 7,5 cm normalement de la surface de l'huile de ricin et tous les 5 cm. Il est constitué, on le voit sur la gauche, et c'est la réalisation justement de ce fantôme, d'une série de fils qui sont parallèles dans la cuve et qui sont placés à 2 mm les uns des autres, avec sur les côtés 2 fils qui vont être croisés, l'un au point de vue vertical et l'autre à l'horizontale. Et donc, ce sont ces objets qui vont servir à réfléchir l'onde ultrasonore et nous donner une image et caractériser l'échographe et les sondes. Diapo suivante. Ce nous faut pour fabriquer ce fantôme, c'est relativement simple et c'est accessible au point de vue à pratiquement tout le monde. C'est du plexiglas de 5 mm d'épaisseur, un rouleau de fil de nylon. J'ai mentionné 0,4 mm de diamètre, mais ça peut être un petit peu plus si on ne trouve pas plus fin, de la colle époxy, tout simplement, et évidemment de l'huile de ricin qui va être peut-être l'élément le plus difficile à trouver et peut-être le plus cher. Mais au total, on peut réaliser cette cuve à moins de 50 euros. Par contre, ce qui va être peut-être plus difficile à avoir,
c'est que c'est une cuve. Donc, si c'est une cuve qui contient un liquide, il faut éviter évidemment qu'il y ait des fuites. Et donc, pour ce faire, il faut découper les plaques soigneusement avec une scie sur table, si vous en trouvez une, et une perceuse à colonne pour percer les trous qui vont servir à fixer les fils des trois réseaux dont je viens de parler. Ce que je peux ajouter maintenant, c'est que l'on peut trouver sur le site Humatem un programme qui permet de fabriquer ou de faire fabriquer les plaques en question et les percer de façon beaucoup plus précise, peut-être qu'on peut le faire manuellement. Diapositive suivante. Ce qu'il est, ce que j'aimerais bien préciser, que c'est pas un fantôme de contrôle de qualité, c'est un fantôme de contrôle de constance des performances des échographes. L'idéal est de commencer évidemment ces contrôles après un contrôle de qualité. Donc, ce que l'on peut faire avec ce fantôme-là, c'est vérifier, contrôler tous les 6 mois ou plus fréquemment que les performances de l'échographe, que les performances des sondes, eh bien, restent constantes dans le temps et qu'il n'y a pas de dégradation. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de contrôler, hein? Ben, ça va être la profondeur de pénétration des sondes, suivant évidemment leur type et leur fréquence, hein, que ce soit des sondes haute fréquence pour le superficiel ou plus basse fréquence pour les structures profondes. Ça va nous permettre de mesurer ou de moins de contrôler l'exactitude des mesures qui sont fournies par l'appareil, hein. Donc, c'est des mesures que l'on va faire d'un réseau à l'autre. Ça va nous permettre également, et là, il y a plusieurs méthodes pour avoir une idée de la résolution axiale et latérale des données par les sondes. On peut utiliser aussi à ce moment-là les fils croisés dont j'ai parlé tout à l'heure, et on peut avoir également une idée de l'épaisseur de coupe, hein. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il permet une très grande souplesse d'utilisation, hein. Et ce que je me permets d'ajouter, parce que les ingénieurs biomédicaux, hein, vous n'avez pas toujours à disposition l'échographe, mais le fait de faire un contrôle de constance va vous donner l'occasion, évidemment, de disposer pendant quelques heures d'un échographe et à ce moment-là de contrôler les cristaux des sondes et également eh bien, de disposer de cet échographe ou de ces échographes pour contrôler l'ensemble de l'aspect physique de l'appareil, hein. Savoir s'il y a des fils qui sont défectueux, qui peuvent poser problème, s'il y a des filtres à changer. Alors, la vidéo qui va suivre ne donne que quelques exemples de ce qui est possible de faire. Voilà, donc si vous pouvez passer la vidéo qui a été enregistrée. Donc, on va faire les mesures justement avec le fantôme. Ce fantôme est rempli d'huile de ricin qui se comporte comme les tissus mous et qui va donc nous permettre de faire des mesures qui soient les plus exactes possibles. Donc, on va pénétrer la sonde, faire pénétrer la sonde dans l'huile et obtenir justement nos images. Et on voit justement les trois zones des fils qui correspondent justement à des distances de 5 cm les unes par rapport aux autres. Donc, lorsqu'on fait une étude axiale de l'échographe, on voit les différents réseaux qui sont espacés de 5 cm. Pour voir vraiment ces images-là, il est important d'utiliser une petite astuce, c'est-à-dire d'enregistrer une boucle d'images qui permet de sélectionner la meilleure sur laquelle on peut faire les mesures. Et on va donc faire une mesure de distance en prenant le sommet du premier réseau. On va sur le sommet du deuxième réseau et l'on voit que l'on est à 5,10
Là, on a une certaine imprécision, effectivement, avec le problème de résolution, et on peut aller jusqu'à une distance. Ici, on voit le troisième réseau, et on est à 10 cm 23. On voit que l'huile de ricin nous donne une distance qui est vraiment très proche de la distance réelle, et ça veut dire que l'huile de ricin est adaptée pour faire les mesures équivalentes à celles dans les tissus mous. L'autre point que je veux mentionner, c'est le fait qu'ici, avec la sonde convexe qu'on utilise, on voit les trois réseaux. Hein. Évidemment, pour une sonde superficielle haute fréquence, on ne verra que le premier réseau. On peut voir avec les réseaux, les sondes cardiaques, le deuxième réseau, et avec les sondes convexes, on verra les trois réseaux qui nous mènent à une profondeur en fonction de la position de la sonde dans l'huile, jusqu'à 15 cm. On va utiliser les fils croisés tels qu'ils sont obtenus sur ici. Hein. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir utilisé une boucle d'acquisition qui permet de sélectionner la meilleure des images, qui va nous servir de repère pour voir s'il y a dégradation de la performance par rapport au contrôle précédent. Pour obtenir les fils croisés, il peut être intéressant d'utiliser le réseau pour voir justement si, lorsqu'on le dépasse, on voit ici que l'on monte tranquillement vers le sommet du réseau, et que là, en continuant, je suis sur la partie descendante et je vais trouver mes fils en balayant un peu plus loin. Pas justement pour voir la qualité des sondes, c'est celui avec une pièce de monnaie, et on peut passer justement tranquillement avec cette pièce à 60 degrés par rapport à la surface de la membrane, voir s'il y a des variations dans le cône, si un des cristaux ou un groupe de cristaux est déficient. Ici, la sonde est en état correct. Dans les hôpitaux par rapport à ce fantôme, c'est l'utilisation de l'huile de ricin et le fait qu'on va mettre la sonde dans cette huile-là. Il est possible de nettoyer la sonde avec un papier essuie-tout normalement, et pour enlever toute trace d'huile, on peut utiliser un nettoyant utilisé dans le domaine médical pour enlever justement toute trace d'huile de ricin, de sorte qu'il n'y a pas de problème pour les examens sur les patients et pour la membrane également. L'avantage d'utiliser l'huile de ricin, c'est qu'elle ne s'évapore pas, c'est qu'on pourra utiliser le fantôme pendant de nombreuses années si on la garde dans l'obscurité. Alors, merci à Maurice Page pour cette présentation, et on va passer à Ibrahim Touré qui lui a utilisé le fantôme dans la vie réelle. Et donc Ibrahim Touré est un technicien de maintenance hospitalier au centre hospitalier national universitaire de Fann à Dakar au Sénégal depuis 7 ans. Donc ça fait 18 ans maintenant qu'il occupe un poste de technicien biomédical dans différentes structures de santé au Sénégal, à Fann, mais encore à Kaolack et à Ziguinchor. Et il va donc nous faire un retour d'expérience. Alors, Ibrahima, est-ce que ça te dérangerait de te présenter rapidement en plus de ce que j'ai dit?
Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ibrahim Touré, technicien en maintenance biomédicale à l'hôpital, au Centre hospitalier national de Fann. Comme vous l'avez dit, avec 18 ans d'expérience, j'ai fait 3 hôpitaux, l'hôpital régional de Ziguinchor, Kaolack et le dernier Fann. D'accord, merci. Alors, suite à la présentation de Maurice Page sur les fantômes d'échographie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous utilisez le fantôme dans votre établissement et si la conception de ce fantôme a été complexe à faire? Oui, exactement. Voici notre fantôme qu'on a fabriqué dans peu de temps avec moins de ressources et qui nous aide beaucoup, surtout au niveau des réglages élémentaires qu'on effectue au niveau des échographes après une maintenance préventive. Ça nous a beaucoup aidé concernant le réglage de l'image, la clarté de l'image, sa netteté. Concernant aussi, ça nous permet aussi de tester les différentes sons, la profondeur, les fréquences, la résolution. Ça nous aide beaucoup, franchement, sur la maintenance préventive. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous utilisez d'autres procédures du recueil, mis à part la procédure du fantôme? Bon, apparemment, parce qu'on utilise toutes les procédures concernant le défibrillateur, bistouri électrique. Bon, c'est des procédures, franchement, qui nous ont beaucoup aidés, qui est très bien détaillé, franchement, ça nous permet, franchement, d'avoir la traçabilité, surtout, de nos activités de maintenance préventive et un rapport très bien détaillé. Ça nous protège et vraiment rassure nos utilisateurs. Depuis qu'on a commencé à l'utiliser, ça rassure nos utilisateurs parce qu'ils ont toutes les informations nécessaires dont ils ont besoin sur cette procédure. Est-ce que ce recueil vous a permis d'améliorer la réalisation et l'organisation de la maintenance préventive dans les structures où vous avez travaillé? Exactement. Bon, je l'ai utilisé à Fann. Ça nous a vraiment aidé, beaucoup aidé sur l'amélioration de nos activités, surtout de maintenance préventive. Ça nous a vraiment enlevé tout ce qui était doute parce que ça renferme beaucoup d'informations, l'identité, l'apparence, la fonctionnalité et les contrôles jusqu'à cette test de sécurité, franchement, qui est très important pour un équipement. Ben, merci à vous. Merci. Merci. Alors, on vient de passer quelques minutes sur ce qui a été fait avec des retours d'expérience, comme vous avez pu le voir. On va maintenant voir qu'est-ce qui reste à faire et donc aborder les perspectives du groupe de travail et les nouvelles procédures en cours d'élaboration. Et pour ce faire, on va passer d'abord par le testeur low-tech de sécurité électrique et de normes, qui sera présenté par Monsieur Thierry Poinsignon, qui est un technicien supérieur biomédical retraité du Centre hospitalier universitaire de Nancy. Il est aujourd'hui vice-président de l'Association des agents de maintenance biomédicale, oui, et il a récemment participé au développement de la certification AFAC, service biomédical de l'AFNOR. Aussi, il enseigne régulièrement à l'Université de Lorraine. Bonjour à tous. Alors, on a présenté tout à l'heure, de manière assez rapide, le petit dispositif pour tester la sécurité électrique qui permet des petites mesures simples pour vérifier la continuité de terre, pour vérifier le courant de fuite enveloppe ou patient. C'était déjà présenté un petit peu précédemment. On peut faire avec ce petit dispositif les tests de continuité de main à la terre, le courant de fuite de premier défaut à la terre, de premier défaut entre l'enveloppe et de premier défaut entre chaque partie appliquée à la terre du bâtiment. Voilà, donc ça c'est déjà dans le manuel actuel et on a pensé à faire une évolution de ce dispositif pour pouvoir appliquer une norme qui est la norme EN 62353, donc une norme européenne, qui est une norme qui est dédiée à la maintenance en termes de vérification des courants de sécurité électrique, des courants de fuite électrique. Les avantages de ce dispositif que je vais vous présenter, c'est une certaine facilité de fabrication.
un coût assez modéré puisque c'est autour de 100 euros. Et puis, on est sur un fonctionnement manuel à la différence des testeurs automatiques que l'on peut trouver dans le commerce. Les possibilités que ce dispositif offre, ce sont des dispositifs de mesure, des possibilités de mesure de la résistance du circuit de protection, donc pour les appareils de classe 1, de mesure de courant de fuite de l'équipement, donc l'enveloppe et les parties appliquées, comme le veut la norme, et puis de mesure des courants de fuite aux parties appliquées en appliquant une tension secteur sur les parties appliquées. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions de deuxième défaut. Diapo suivante. Voilà. On peut aussi appliquer plusieurs conditions d'alimentation du dispositif médical. Ce qu'on appelle les conditions normales, non, c'est avec un conducteur de protection en bon état et dans les conditions d'utilisation classiques normales. Les polarités de secteur inversé, où on va inverser la polarité, c'est-à-dire on va inverser phase et neutre pour pouvoir faire les mesures dans les deux conditions. Les conditions avec un conducteur de sécurité ouvert, ou ce qu'on appelle la serre ouverte, ce qu'on appelle le premier défaut, et puis une autre condition de deuxième défaut qui est en appliquant, comme je vous l'ai dit tout de suite, le secteur sur les parties appliquées. Ce que ne permet pas de réaliser ce boîtier par rapport à la norme, ce sont les mesures d'isolement électrique, puisque là, il faut utiliser un dispositif de 400 volts. C'est un peu plus compliqué à mettre en place et puis ça présente un certain risque. On ne peut pas utiliser ce qu'on appelle la méthode alternative dans la norme et non plus la méthode différentielle. Ce que ça permet, c'est de pratiquer la méthode dite directe de cette norme. Diapositive suivante. Voilà, donc je vais vous présenter très rapidement ce dispositif de droite à gauche. On va trouver une prise d'alimentation que l'on met au niveau du secteur de l'établissement comme un dispositif de mesure classique. Nous avons donc une prise d'alimentation du dispositif médical qui est au-dessus. En dessous, nous avons deux fiches qui sont des fiches bananes femelles qui permettent de mettre les cordons de mesure que l'on va relier d'une part à l'enveloppe du dispositif médical, d'autre part aux parties appliquées du dispositif médical. Ensuite, nous avons un groupe de 4 fiches bananes femelles toujours avec un petit symbole ohm et volt où on va pouvoir positionner un multimètre classique en position d'ohm ou en position de volt. Voilà, entre les fiches précitées. Vous avez 3 éléments qui sont des interrupteurs et des inverseurs de tension qui vont permettre d'appliquer les différentes conditions d'alimentation de mesure. Et puis, les deux autres éléments à gauche du boîtier principal, vous avez un bouton poussoir et un voyant qui va permettre d'appliquer le 220 volts, enfin le 220 volts, le secteur, n'est pas toujours en 220 volts, mais le secteur sur les parties appliquées du dispositif. Puis, on peut s'adjoindre un petit boîtier qui permet de connecter plusieurs parties appliquées d'un DM. Donc, c'est un dispositif qui est composé de fiches bananes et de fiches à pression, des fiches qu'on peut utiliser avec des pinces. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà le schéma rapide. Je ne vais pas rentrer dans le détail du schéma rapide, mais on a, quand on voit les interrupteurs, un premier interrupteur qui permet de faire l'inversion phase et neutre, un deuxième interrupteur qui va permettre de couper le cordon, de protection, un troisième interrupteur qui va pouvoir se basculer sur les mesures classiques ou les mesures en utilisant du secteur sur partie appliquée. Diapo suivante. Donc, au niveau de la mise en œuvre de ce dispositif, on commence par mettre en position les 3 boutons de commande en position A, c'est-à-dire vers le haut. Quand le dispositif médical possède une prise d'équipotentialité, on va connecter cette prise excusez-moi. On va connecter cette prise donc au niveau de l'entrée de l'enveloppe. Et on utilise donc un cordon de terre spécifique qu'on peut trouver assez facilement dans le commerce. Si le DM ne possède pas de borne d'équipotentialité, on va se connecter avec une pince crocodile
entre une partie métallique accessible du DM et l'entrée enveloppe. Ensuite, on connecte les parties appliquées du dispositif, donc les différents câbles, voilà, sur le boîtier prévu à cet effet, sur le petit boîtier à gauche. Et puis, alors là, il y a une petite condition, c'est qu'il ne faut pas connecter des parties appliquées avec des classes de protection différentes. C'est-à-dire, on ne connecte que les parties appliquées toutes de classe B, toutes de classe BF, toutes de classe CF, mais on ne mélange pas les classes entre elles. Il faut faire 3 mesures différentes pour mesurer 3 classes différentes, par exemple. Voilà. Ensuite, il suffit plus que de connecter la fiche d'alimentation du DM à la prise d'alimentation, au secteur, et puis suivre les indications de mesurage qui sont décrites juste après. Voilà. Donc, on a ici les différents tests sur la gauche, les différents tests où on voit. Alors, par exemple, la résistance de protection, il suffira de positionner les interrupteurs de la manière dite, donc le 1 sur A, le 2 sur B, le 3 sur A, et puis on ne touche pas le bouton poussoir. Les éléments en rouge, ce sont les moments où on change de position des interrupteurs. On est parti de position tout en A, donc on passe là le deuxième interrupteur en position B. Idem pour faire la condition normale, on va tout passer en A. La polarité inversée, on va mettre ces interrupteurs dans les positions dites. Et voilà, et on va dérouler comme ça l'ensemble de nos tests en suivant la position des interrupteurs, tout simplement. Le deuxième tableau, le tableau plus en bas, c'est toutes les positions qui nécessitent l'appui du bouton poussoir pour envoyer la tension secteur sur les parties appliquées. Donc on a là aussi les différentes conditions d'alimentation et on appuie à chaque fois. Alors pourquoi avoir pris un bouton poussoir? Ben, c'est tout simplement par sécurité pour ne pas laisser en permanence du 220 volts sur les parties appliquées. Diapositive suivante. Ici, on a un petit tableau de valeurs limites à ne pas dépasser, donc si on veut être conforme à la norme, voilà. Et puis, il y a un rapport de mesure qui apparaît dans la norme, mais Humatem développe ses propres rapports et on pourra se caler sur la norme définie par Humatem. Voilà donc les améliorations que l'on va passer de vous proposer assez prochainement sur ce manuel en termes de sécurité électrique. Bonjour à tous, donc moi c'est Océane Dor, je suis élève ingénieure dans le master ingénierie de la santé en ingénierie biomédicale à l'Université de Lorraine et je fais également partie de l'association Système Nancy dont je suis la responsable communication. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'association Système. Merci. Donc qui sommes-nous? Nous sommes une association d'étudiants en ingénierie biomédicale qui a été créée en 2019, donc par un ensemble d'étudiants avec également des professeurs. Aujourd'hui, elle est composée des étudiants du Master 1, des étudiants du Master 2, des anciens étudiants qui ont fait partie de la formation et puis toujours de nos professeurs. Donc on va réaliser de nombreux projets au sein des UE, des unités d'enseignement du Master, et on va les inclure dans la junior entreprise pour les développer. Donc par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, on est sur la création d'un ECME, d'une GMAO, une gestion de maintenance assistée par ordinateur, la création également d'un respirateur d'anesthésie, et on essaye un petit peu de les exporter à l'étranger. Donc aujourd'hui, on a une GMAO qui est implantée au Guayaquil, donc en Équateur. On a également participé à de nombreux événements, donc on a participé à la FIB, à la journée également avec une rencontre avec les IAD, et ce qui nous a aussi amené à gagner des récompenses, donc qui est le fruit du travail des étudiants. Par exemple, à la FIB, en octobre 2024, on a gagné le prix du jury au BM d'Or. Maintenant, je vais vous parler des projets. Donc aujourd'hui, les élèves ne sont pas là pour vous présenter les projets qu'ils ont réalisés, donc je vais être la porte-parole. Donc c'est 2 groupes d'élèves qui ont réalisé 2 projets. Donc le premier, ce sera la GMAO et le second, ce sera le CME. Concernant la GMAO, donc elle va concerner une application de maintenance qui peut s'intégrer à une GMAO,
Mais ici, sur cette vidéo, on verra plus la métrologie qui a été présentée avec l'outil de test. Il y a du son, Clarisse? Et sur la vidéo, il n'y a pas de son. Donc, voilà. Donc là, on peut voir qu'il commence par le test de température. Donc à chaque fois, ils vont envoyer 3 valeurs, une température à 34,5 degrés, 36,5 et 38,5, et vont voir si les résultats qu'ils reçoivent sont correspondants. Ensuite, ils vont passer au test de la PMI. Donc ils vont faire les tests à 60 mm de mercure, à 180 mm de mercure, et pour finir avec le test de surpression. Et ils vont terminer avec les tests, donc l'ECG, en simulant des valeurs à 30 BPM, à 60 BPM, et puis pour finir à 180 BPM. Et toujours vérifier si les données envoyées sont bien également reçues. Donc tout cela est possible sur l'utilisation du logiciel Access. Et on peut voir au niveau de la métrologie qu'il y a la fonction moniteur, perfusion et puis la photothérapie également. Voilà. Et concernant du coup le second projet, donc cette fois-ci c'est le simulateur patient qui a été appelé SimX et qui concerne du coup la simulation des valeurs de paramètres physiologiques en ECG, enfin, au niveau de la fréquence cardiaque, la température et également la PNI. Donc ce simulateur patient a été créé avec la modélisation 3D et avec des impressions 3D. Donc sur le même fonctionnement que la vidéo précédente, ici on peut voir l'utilisation d'un moniteur où on va lancer la première donc à 60 BPM et puis 180 BPM pour voir si une alarme se déclenche bien. Donc là, ils vont réaliser le test de surpression. Et il va y avoir la valeur reçue qui va être affichée directement sur le simulateur patient. Et donc, ils vont terminer avec les paramètres de la température. Et voilà. Donc, c'était les présentations des projets System qui ont été réalisés par les étudiants également du master d'ingénierie biomédicale à Nancy. Merci. Merci Océane.
On a donc fini avec les différentes présentations et on va passer aux questions-réponses. Je passe donc la parole à Benoît Pierre pour cette partie-là. Merci beaucoup, bonjour à tous. Oui, donc déjà, si vous avez des questions que vous souhaitez poser, hein, n'hésitez pas à les renseigner dans la boîte hein, qui est tout en bas de votre écran qui s'appelle Q&R pour poser vos questions. Donc on a Yves Nicolas Betsy qui nous demande pourrais-je avoir un prototype de protocole de maintenance biomédicale? Si possible, quels sont les éléments clés recommandés pour l'OMS? Je ne sais pas, est-ce que peut-être Clarisse, tu veux y répondre? Oui, alors pour accéder du coup au recueil de procédures, donc il est mis en ligne pour l'instant sur le site Humatem, donc on a mis un QR code là juste ici pour y avoir accès directement en téléchargement. Sinon, voilà, il est disponible en ligne en accès libre et on verra pour le publier sur d'autres sites. Pour tout ce qui est donc éléments recommandés par l'OMS, donc on y reviendra après dans la conclusion aussi sur voilà, on propose ce recueil, mais il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles euh, sur différentes plateformes et notamment Open WHO. Donc peut-être que Benoît, tu pourras le mettre dans ah ben voilà, Émilie a mis différents liens. Voilà, donc on a. Donc je reviens sur l'OMS, voilà, qui publie aussi donc, des tutoriels vidéo et certains livrets de recommandations. Donc ça aussi, c'est en libre accès sur le site de l'OMS. Voilà, et donc dans la discussion, vous pouvez retrouver donc, les différents liens donc, vers le recueil, vers les tutoriels vidéo aussi qu'on a publiés et les tutoriels vidéo d'utilisation et d'entretien. Et donc, il y a d'autres ressources aussi qui existent. Je sais qu'il y a des associations étudiantes qui ont publié voilà, différentes ressources, notamment System, qui publie aussi des vidéos. On a, alors si je ne me trompe pas, les étudiants de Biomed. Mhm. Voilà, qui sont en lien avec Horizon Sahel. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à essayer de rechercher un petit peu voilà, toutes ces ressources-là. Merci Clarisse. On a reçu une question pour Jo. Est-ce que au niveau des bistouris, est-ce que le testeur low-tech peut-il fonctionner sur tous les bistouris? Et quel est le coût de ce testeur low-tech? Ah, tu es en mute. Ton micro est fermé, Jo. Oui, donc ce testeur-là qui a été élaboré, effectivement, peut être utilisé sur toutes les marques de bistouri, puisque certains ont des tests d'équilibre, de retour de courant de plaque. Et donc, du fait qu'on a aussi deux résistances qui sont symétriques, on peut tout à fait l'utiliser comme ça. Donc, actuellement, tous les bistouris que l'on a pu rencontrer sont fonctionnels avec ce type de load test. Et donc, le coût, ça fait environ 50 euros. Donc, c'est pas cher. C'est les résistances de puissance qui sont les plus onéreuses. Merci, Voilà. merci beaucoup. On a une question d'Emmanuel Djoumé qui pose la question, je pense, pour Océane et l'équipe de System. Quelles sont les fonctionnalités de votre GMAO en cours et à venir? Alors, concernant la GMAO, donc pour le moment, elle est encore en développement sur le logiciel Access. Donc, c'est nos professeurs qui vont reprendre ce qui a déjà été commencé par les étudiants. Et du coup, on va voir après. C'est encore en cours de finalisation. Et à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous dire quelles sont les étapes à suivre. Mais en tout cas, je sais qu'elle ne devrait pas tarder à être terminée pour la GMAO. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On verra s'il reposte Ouais. précision dans le chat. Bonjour à Il y tous. a Est-ce que toujours pour toi, Océane, Nadine Candoni qui pose la question. Est-ce que vous pourriez donner plus d'informations sur votre association, car cela peut intéresser les étudiants en génie biomédical de Polytech Marseille? Oui, bien sûr. Alors du coup, on est une association d'étudiants qui va recueillir des projets grâce au personnel médical qui va émettre des suggestions. Et du coup, avec l'association, on va créer les projets pour permettre aux étudiants, donc au travers des unités d'enseignement du master. Donc, par exemple, on va avoir une unité analyse des signaux biomédicaux, management de la qualité, ou encore une option mécanique avec la compréhension des logiciels et des impressions 3D pour permettre l'aboutissement des projets qui nous ont été donnés et attribués par petits groupes, ce qui permet l'avancement tout au long de l'année
et des évaluations régulières par nos enseignants et nos anciens étudiants. Merci beaucoup. On continue les questions. Alors, il y a une question pour Thierry Poinsignon de Monsieur Eudes. Comment interpréter les valeurs de courant de fuite mesurées par un dispositif médical? À partir de quel seuil peut-on considérer qu'un équipement est non conforme ou dangereux pour les patients et le personnel? Et si lors de nos propres mesures, certaines valeurs dépassent celles indiquées dans les recueils de normes, devons-nous toutes les considérer comme critiques ou existe-t-il une tolérance selon le contexte d'utilisation? Alors, la façon d'interpréter les courants de fuite, eh ben, c'est tout simplement. Alors, sur l'appareil que j'ai présenté, on mesure des volts, sachant qu'un volt correspond à 1 milliampère de courant de fuite. Euh, je ne sais pas si c'est la question, mais je, je ne vois plus les questions, elles sont parties. Donc, en ce qui concerne la dangerosité, bah, effectivement, si on pratique des courants de fuite, c'est parce que ça présente un risque pour les utilisateurs, mais surtout pour les patients, parce qu'un patient est souvent en condition de ne pas pouvoir avoir de réflexe de sauvegarde, des choses comme ça, et l'électrisation peut devenir rapidement très problématique, voire fatale. Donc, il est fortement conseillé de ne pas dépasser les valeurs. J'ai donné un tableau avec des valeurs à ne pas dépasser. Et ces valeurs sont fonction de la classe du dispositif médical. C'est-à-dire on aura des valeurs différentes si on est en classe BF, si on est en classe CF, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Il y avait trois volets. Euh, oui, je ne sais plus le troisième. En tout cas, voilà, bon, les normes fixent des choses. Alors, peut-on dépasser ces valeurs? Bah, il est conseillé de ne pas les dépasser. Alors après, si on dépasse très peu, ça peut pas, ça n'est pas forcément dangereux, mais il faut quand même être très vigilant sur ces valeurs de courant de fuite électrique. Ça peut provoquer vraiment des problèmes de santé. Merci beaucoup, Je sais. Thierry. Je pense qu'on a fait le tour hein, des différents points dans la question. Il y avait encore des questions pour Océane et Système, mais je crois que peut-être que Pierre Varis voulait intervenir aussi. Donc, le projet des ECME présenté par l'Université de Nancy est-il open source? Alors, je peux peut-être répondre. Pour l'instant, on est en train d'établir des fiches de fabrication avec toutes les informations techniques et logicielles pour que ces CME low-tech puissent être exploitables par le plus grand nombre. On attend d'avoir une fiabilisation et puis euh, euh, sur le code comme sur la fabrication pour qu'on puisse mettre à disposition ces éléments. Et concernant la GMAO, donc pour l'instant, effectivement, elle est développée, comme le disait Océane, sous Access. Donc l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de rendre cette GMAO communicante entre les différents CME. Pour l'instant, effectivement, ça utilise des macros qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Mais à terme, on va essayer de lever cette problématique pour que finalement, donc, on puisse avoir d'une part des SME low-tech fonctionnels de façon totalement autonome, hein, comme ça a été montré sur la vidéo, et en option, donc une GMAO communicante avec les ECME pour la traçabilité des informations et des mesures recueillies. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Alors, on a encore une question sur le simulateur patient, donc pour Océane et Monsieur Varis. Comment se fait la communication entre le testeur et le moniteur pour le simulateur patient? Alors, Océane, ou je réponds? Euh, alors là, je ne sais pas du tout. Alors, donc on a essayé plusieurs technologies. Pour l'instant, c'est en filaire, hein, mais à terme, ça sera en LoRa, donc une communication donc sans fil.
mais qui utilise le formalisme d'une communication série. A priori, l'idée, c'est de pouvoir rendre le système le plus souple possible. Et suivant le niveau de technologie, on pourra soit travailler en filaire, soit directement avec une communication sans fil. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que ça, oui, mais on verra si jamais il y a besoin de précision. Les gens pourront noter dans le questions et réponses la boîte prévue pour ça. On a une question pour Maurice Page. Donc, il y a une personne qui aimerait avoir une petite réexplication rapide pour comment faire pour tester les sondes. Et il y a Isidore Murula qui nous demande si c'est possible d'avoir le schéma de principe du fantôme d'échographie ainsi qu'une explication sur les propriétés de cette huile et si c'est disponible en Afrique. Oui, alors effectivement, la vidéo qu'on a passée était bien courte comme pour expliquer vraiment tout le fonctionnement ou l'utilisation qu'on peut faire de ce fantôme et je pense que, il nous faudra faire une vidéo beaucoup plus complète justement sur son utilisation de façon à ce que ça soit bien clair, hein. De toute façon, ce qui est important et ce que j'ai peut-être pas mentionné au départ, effectivement, c'est d'ajuster tous les réglages de l'échographe de façon comme si vous alliez faire un patient. Donc là, je pense qu'effectivement, on pourra refaire la vidéo et euh, vous savez que c'est enregistré et donc vous pourrez le revoir très rapidement. Alors pour ce qui est de l'échographe, eh bien, vous avez une fiche dans le manuel justement du Mathem pour fabriquer ce fantôme. Et ce que j'ai mentionné, ce qui vient d'être ajouté, c'est la possibilité de faire fabriquer par un industriel les plaques elles-mêmes avec une précision beaucoup plus importante que celle que vous obtiendrez manuellement et pour un prix qui est tout à fait correct. Alors, pour ce qui est de l'huile de ricin, je dois dire que pour l'instant, c'est Humatem qui s'occupait de cette question. On le trouve très facilement sur Internet, mais je vais regarder sur effectivement si c'est disponible en Afrique. Ça, je ne peux pas répondre de manière assurée maintenant. Voilà. Merci Maurice pour le retour. On a des questions aussi dans le chat là, que j'ai essayé de prendre aussi au fil de l'eau. Voilà, on a quelqu'un qui nous remercie hein, pour ses interventions et qui se demande qui peut certifier ou comment certifier la qualité de ces testeurs low-tech dans le temps. Est-ce que quelqu'un du panéliste veut répondre à cette question? Moi, je peux répondre pour ce qui est de l'échographe hein, en tant que tel. Si normalement, il n'y a aucune variation dans le fantôme lui-même s'il a été fabriqué correctement, hein, disons que s'il y a une bonne tension des fils et un collage, disons, qui est adéquat. À ma connaissance, il n'y a pas de variation au niveau de l'huile de ricin dans ses caractéristiques de transmission des ondes ultrasonores. Voilà. Merci Maurice. Piston Et donc électrique. je vais compléter. Alors peut-être oui, Jo. Je laisse Jo répondre. Alors il aura peut-être plus d'informations là-dessus. Je vais intervenir sur le piston électrique. Donc, ces deux testeurs de piston électrique, ce sont des résistances qui sont bobinées, donc de 50 watts, donc elles sont très très fiables. Donc, tout le process du testeur tech, il est souvent fiable. Euh, les puissances sont largement utilisables comme c'est un état où il n'y a aucun souci dans la loi. Et pour les ECME, en fait, on développe en parallèle des procédures métrologiques hein, pour vérifier donc l'évolution dans le temps et être capable d'étalonner ces dispositifs donc de temps en temps.
Donc c'est vrai que c'est donc sur le projet de recueil, c'est pas un axe qu'on a essayé de développer. On a d'abord essayé de développer ces solutions-là. Mais justement, on cherche à étoffer, donc comme on disait, le groupe de travail. Et on a récemment ajouté voilà, l'équipe de System et de l'Université de Lorraine sur ce projet-là. Euh, mais c'est un axe qui est justement à développer aussi pour enfin, le contrôle un peu qualité de ces testeurs. Donc, on est toujours ouvert à toute proposition et recherche sur ce sujet pour améliorer ce recueil. Et je vais répondre du coup à une question que je vois aussi dans le chat, un projet pour le fantôme de radiologie. Ça, c'est aussi un projet qui est en cours, plutôt de réflexion et d'élaboration qu'on n'a pas eu encore l'occasion de tester, mais voilà, c'est aussi un des axes de travail sur lesquels on cherche à travailler par la suite. Merci pour ces retours. On a encore quelques questions. Donc, on a Lisa Honoré-Abalé qui nous demande, enfin, qui nous partage son inquiétude. Comment pouvoir se défendre juridiquement si des résultats qu'on a en utilisant les testeurs, si on n'applique pas entièrement les recommandations de la norme en vigueur, bah, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, c'est quelque chose, on en a un petit peu parlé, effectivement, ce sont des testeurs low-tech qui nous permettent d'un minima contrôler le bon fonctionnement des équipements. C'est sûr que ça ne remplace pas un testeur qui suit les normes, mais c'est vrai que ce sont des outils qui sont proposés pour des établissements qui aujourd'hui, de toute façon, n'ont pas de moyens en termes d'outils de contrôler les équipements. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je pourrais rajouter que dans l'idée de la responsabilité juridique, vaut mieux toujours faire que ne pas faire, parce que ne pas vouloir voir le problème, c'est toujours plus difficile que d'avoir essayé de le résoudre et peut-être s'être trompé. Ça va dépendre des juridictions de chaque pays, puisque les normes ne sont pas forcément obligatoires et complètement applicables. Hein. Les normes peuvent rester des outils de travail pour la plupart du temps. Euh, et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, un juge ne pourra pas reprocher d'avoir voulu faire quelque chose avec des petits moyens quand on n'a pas les moyens pour répondre. Alors, c'est pour ça aussi qu'on ne parle jamais de contrôle qualité dans nos exposés et qu'on parle de contrôle de performance, hein, ou de choses comme ça, de constance. Voilà, parce on n'est pas dans une démarche qualité stricte par rapport à des normes. On essaye de fournir des outils qui permettent de quand même tester des appareils et de s'assurer d'une sécurité minimale. D'accord avec Thierry, je pense que un des premiers points, c'est déjà de commencer à faire des contrôles. Hein. On sait très bien que ça n'a pas nécessairement de valeur légale jusqu'au bout, mais on ne nous reprochera jamais d'avoir commencé et appris à faire des tests de performance, de constance des équipements. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à cette question. Dans le chat et aussi dans les questions et réponses, il y a plusieurs fois des personnes qui ont mentionné le fait qu'ils aimeraient s'impliquer au niveau du groupe de travail pour développer ces procédures. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment faire et comment ça se passe? Euh, donc, c'est un groupe de travail qui a été formé maintenant il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'était vraiment dans le cadre d'un projet pour créer ce recueil-là. On décide de continuer à le poursuivre parce qu'on trouve ce processus très intéressant, très pertinent. Voilà, donc vous pouvez, alors si vous voulez, contacter l'association Humatem, donc on mettra les adresses mail par la suite. Euh, voilà, et on organise des réunions quelques fois dans l'année pour en fait répartir un petit peu les tâches de travail. Et voilà, si on peut se rencontrer, on arrive à, à tester quelques procédures
en commun, ou alors justement voilà, répartir les ressources et essayer de rassembler aussi les différentes expertises, avoir des avis. Voilà, donc c'est un peu les sujets qu'on aborde et poursuivre une évolution des travaux fournis par la suite. Je sais pas si tu veux compléter. Non, non, c'est très bien. Merci beaucoup. Et on a deux dernières questions et après on pourra donc clôturer ce webinaire. Je repasserai la parole à Riba. On a cette question pour Maurice Page. Donc, au niveau du fantôme d'échographie low-tech, vous avez dit que ce n'est pas un simulateur, mais il contrôle la constance de performance. Est-ce que c'est possible de refaire un petit éclaircissement sur cette partie-là, sur le fait qu'il ne soit pas un simulateur? Non, ça ne simule pas les équipements de contrôle de qualité, justement pour l'échographie, hein. C'est simplement qu'on n'a pas la prétention à ce moment-là d'obtenir des données qui indiquent la qualité optimale ou les performances optimales d'un échographe, hein. C'est simplement les performances telles qu'elles sont obtenues sur le site d'utilisation de l'appareil et qui sont vérifiées au cours du temps, tous les 3 mois, tous les 6 mois, suivant les besoins, hein. Si on a des doutes sur le fonctionnement d'un appareil, eh bien, c'est simple de revenir utiliser le fantôme de façon à voir si on obtient bien les mêmes résultats qu'auparavant ou si il y a à ce moment-là dégradation dans les performances. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler de contrôle de constance, hein. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, hein. Alors, autre, pardon, je relis la question qui est là. Effectivement, hein, eh bien, ce que vous allez regarder ou obtenir comme performance, eh bien, ça va dépendre effectivement de l'échographe, hein, suivant ses réglages, suivant son état. Ça va dépendre évidemment des sondes elles-mêmes, hein, puisque les sondes peuvent, comme on l'a montré, avoir des cristaux qui sont défaillants, hein, et puis leurs performances sont évidemment différentes les unes des autres. Donc le test de contrôle de constance, il est valable, ça effectivement, ça n'a pas été dit, il est valable pour chacune des sondes dont vous disposez, hein, sur chacun des échographes. Et ça va effectivement dépendre évidemment du modèle et du modèle de l'échographe. Voilà. Merci Maurice. Et dernière question encore pour toi. Oui. Du coup, c'est donc Shoukrena Radouani qui nous demande s'il existe d'autres types de fantômes d'échographie avec des compositions différentes. Ou est-ce que les différents fantômes qu'on peut trouver dans le commerce, simplement des modèles et des marques qui changent? Alors non, ils ont des possibilités supplémentaires, notamment justement pour la vérification du bas contraste, hein, ce qui n'est pas disponible sur ce fantôme actuellement, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne le développera pas justement pour les bas contrastes. Ça, c'est un des points. Par contre, il présente un avantage considérable, c'est d'utiliser de l'huile de ricin qui ne s'évapore pas, hein. Donc, vous pouvez le garder dans le temps, alors que bien des fantômes commercialement disponibles utilisent un gel qui, malgré la membrane qui se trouve sur le fantôme, eh bien, s'évapore et au bout de quelques années, le fantôme n'est plus utilisable. Voilà ce que je peux répondre aujourd'hui. Merci beaucoup. On a fait donc le tour des questions et des réponses. Donc, je repasse la parole à Ribar pour conclure sur ce webinaire. Oui,
Merci Benoît Pierre. Alors, je tenais à remercier tous les participants, déjà d'avoir participé, mais également pour leurs questions et tout le panel de présentateurs qui ont pu partager leur savoir et également répondre aux questions. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire et bien que ça ait été très riche en informations, Humatem n'est pas la seule source disponible. Il y a d'autres ressources que vous pourrez trouver en ligne sur le site de openwho.org. N'hésitez pas à vous connecter et à en profiter. À plus ou moins long terme, on a pour objectif d'élargir le groupe de travail. Ça tombe bien puisque on a pu voir lors de la présentation que certains d'entre vous étaient très intéressés. On a également pour objectif de finaliser l'élaboration de différentes procédures qui sont en cours, dont certaines ont été présentées, et de poursuivre l'élaboration de nouvelles procédures. On va également continuer en recueillant le retour d'utilisation du recueil. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez utilisé le recueil et si vous avez des commentaires à faire. On envisage également la traduction du recueil en différentes langues, en commençant par l'anglais. Il y aura également des mobilisations de financement pour pouvoir réaliser de vidéos comme celles qui ont été présentées. Alors, on vous partage les contacts si jamais vous avez des retours à faire, si jamais vous voulez contribuer d'une manière ou d'une autre. Vous avez le contact là sur contact@humatem.org et sur le site www.humatem.org. Encore merci à vous. N'hésitez pas à utiliser le recueil et et à en parler autour de vous. Au revoir. Merci à tous. Merci. Voilà. Merci. Merci à Riba hein, pour la modération. Avec plaisir. Merci Nadine, on note pour Polytech Marseille.